Bonjour à tous et à toutes. Dans cette troisième vidéo qui porte sur le transfert de compétences des méthodes étudiées au cours du projet d'Emerstem, nous allons aujourd'hui traiter des modèles portant sur les fréquences de taille, et en particulier on va s'intéresser à LBB. Donc la principale particularité de LBB, ça va être qu'il repose sur de très fortes hypothèses qui sont assez nombreuses, mais qui vont permettre de réaliser une estimation simultanée d'un nombre important de paramètres, qui conjugués aux équations standards analytiques vont permettre de calculer des indicateurs sur les tailles, qui eux-mêmes vont nous permettre de recalculer, plutôt d'estimer des proxys pour l'évaluation de stock, donc un FMSY et un BMSY. Voilà pour ce bref rappel. On va d'ores et déjà repasser sur RStudio pour étudier en pratique comment on utilise LBB, sachant que le point un peu important de LBB, ça va être la représentativité des données. Et en particulier, il va être important de réaliser correctement l'extrapolation de ces données. On verra un peu plus précisément comment on le fait dans la prochaine vidéo, celle qui portera sur les pseudocohortes. On va ensuite classiquement tourner un modèle, étudier les résultats et passer un petit peu de temps à les discuter. Donc on va passer sur RStudio. Juste pour cette fois, j'ai gardé le mode nuit qui me semble plus agréable pour travailler. Voilà. Comme d'habitude, on va d'abord charger les librairies dont on a besoin. Donc j'utilise dplyr pour le traitement des données. Je ne sais pas si ça apparaissait dans les précédentes vidéos, mais c'est le cas. Et là, une fois encore, comme on est avec un modèle bayésien, on va avoir besoin d'un package pour réaliser des simulations bayésiennes. En parallèle de ça, on a besoin de récupérer la fonction LBB qui ne constitue pas un package à part entière. Il faut donc la récupérer et la sourcer. Donc dans notre cas, elle a été récupérée de Tropfisher et elle sera rediffusée avec Sildio, je pense. Cette fois-ci, on va travailler sur le cas du Pseudotolitus senegalensis en Côte d'Ivoire, Ghana. Et la première phase, donc comme je le disais en introduction, c'est que on va devoir préparer les données, et en particulier, LBB il repose fortement sur la représentativité de ces données, de la composition de ces longueurs, si elles correspondent, effectivement aux phases exploitées du stock. Donc on peut avoir un certain nombre de problématiques quand on utilise différents engins qui ont des sélectivités ou des capturabilités qui ne sont pas les mêmes que l'engin commercial principal. Donc il va y avoir un challenge quand on cherche à cumuler différentes pêcheries, ou différents engins. De la même manière, si les échantillonnages y sont réalisés dans des zones un peu particulières comme des nourriceries, alors on va échantillonner une fraction spécifique de la population qui correspond à des juvéniles et qui ne correspond pas forcément aux individus qui sont capturés. Donc c'est vraiment le point qui est important quand on utilise LBB. Il faut s'assurer que les fréquences de taille, pas que juste avec LBB à vrai dire, hein, c'est le cas également dès qu'on travaille sur les longueurs, sur les fréquences de taille, il faut s'assurer qu'elles représentent effectivement celles qui sont exploitées. Donc on travaille bien avec les individus exploités afin de calculer des indicateurs sur cette fraction de la population. Et ainsi, évidemment, la disponibilité de ces données, elle peut alors soulever un certain nombre de problématiques. Et comme je le disais précédemment, de combiner différents échantillons peut être effectivement un challenge. En particulier, on va avoir besoin de
peser, d'extrapoler correctement chacune de nos sources de données. Ici, on a réalisé un traitement que je ne vais pas présenter dans cette vidéo. Je vais simplement présenter le résultat. C'est-à-dire que on va travailler avec des données qui sont entre 2006 et 2020. Entre 2006 et 2018, on a uniquement des données industrielles, et en 2020, au cours du projet d'Emerstem, ont été réalisés des échantillonnages au Ghana et en Côte d'Ivoire sur des navires artisanaux et industriels et semi-industriels. Et donc nécessairement, selon la pêcherie et donc les engins associés, on ne va pas capturer la même fraction de la population, d'une part, et en plus, on ne va pas capturer dans les mêmes quantités. Donc c'est extrêmement important d'extrapoler de la bonne manière nos données. Et enfin, troisième caractéristique, c'est qu'il va être important d'extrapoler si possible en fonction de la période de l'année. Donc si on a deux échantillonnages, un réalisé en avril et un autre en novembre, mais que 90% des captures se font en avril, nécessairement, si on a 100 échantillonnages en avril et 100 en novembre, c'est vraiment important de extrapoler ces données de la bonne manière avant de commencer à travailler. Et donc c'est ce qu'on a fait ici, donc c'est possible qu'en 2020, c'est la seule année pour laquelle on a une donnée sur le mois. Donc on a reconstitué des captures par trimestre, donc en regroupant 3 mois par 3 mois, et en illustrant en rouge les données artisanales et en bleu les données industrielles, semi-industrielles. Donc on observe vraiment que en fonction de la période de l'année, la structure en taille des captures n'est pas la même. Elle n'est pas non plus la même en fonction de la pêcherie. Donc, encore une fois, cette questionnement autour de la représentativité des données est primordial quand on travaille avec les fréquences de taille. Et on détaillera un petit peu plus précisément les calculs qui ont pu être réalisés pour extrapoler dans la prochaine vidéo. Voilà, donc pour les données d'entrée, comme je le disais, on va disposer de données industrielles entre 2006 et 2018, donc on va pas pouvoir ou ne pas avoir besoin d'extrapoler celles-ci, puisque les captures sont supposées constantes au cours de l'année. On n'a pas l'information d'une capture mensuelle, et on ne dispose pas d'échantillonnage des autres pêcheries, à l'exception de 2020, où, comme je viens de le montrer, on a réalisé de la bonne manière, a priori avec les données disponibles, une bonne extrapolation de ces données, de ces fréquences de taille. On va alors dans LBB pouvoir utiliser différents priors. Ici, un prior sur L-inf est récupéré d'analyses précédentes. Et elle a été mise en regard aussi de la littérature. Mais donc on récupère un prior sur L-inf, on y reviendra juste après. Quand on travaille avec LBB, la première chose à réaliser, ça va être d'étudier chaque année à quoi ressemblent nos données. Et donc pour ça, on va utiliser les sorties graphiques qui sont inhérentes à LBB pour faciliter ces analyses et notamment l'ajustement à ces données. Ce qui va permettre de mieux visualiser, donc ça fait partie des bonnes pratiques qui sont conseillées par Froese et al. C'est d'utiliser LBB comme un support pour analyser la structure des données. Donc c'est ce qu'on va faire. Avant de commencer à faire tourner ce modèle qui va en fait nous permettre simplement d'étudier les données, on va devoir les transformer, les mettre dans un format FLQ qui globalement, il n'y a rien de forcément compliqué. La principale caractéristique, c'est qu'on va agréger par année. Donc on récupère toutes les données pour une année donnée, quel que soit le mois ou la journée d'échantillonnage. Et on va les grouper et récupérer donc les agrégés à l'échelle de l'année.
quand on crée cette donnée au format FLQ, on va pouvoir en particulier spécifier la taille du pas entre deux mesures. Donc, si on avait par exemple travaillé sur le TIOF où on a des individus qui peuvent atteindre jusqu'à 1 mètre de longueur, on pourrait être intéressé d'utiliser un pas plus important de 2 voire 3 cm, c'est-à-dire d'agréger toutes les observations par 2 ou 3. Ici on a moins de 40 cm, donc on va garder un pas de 1 cm. Brièvement, une petite particularité de LBB, c'est qu'il faut renseigner si, dans le cas où on aurait une seule année de données, il va falloir réaliser une brève modification du jeu de données pour que la fonction se réalise correctement. C'est rien de très important. Pour pouvoir faire fonctionner LBB également, on a besoin de connaître une longueur de maturité. Donc c'est un attendu de la fonction, pour autant ça n'a pas de conséquences sur les estimations qui sont retournées. Donc en soi, c'est pas une donnée qui est nécessaire. On peut rentrer une valeur si on n'en connaît pas. A priori, pour toutes les espèces, on peut récupérer une longueur de maturité sur Fishbase. Donc il n'y a pas forcément de difficulté. Mais cette donnée, elle n'est pas nécessaire à la modélisation, mais elle est demandée dans la fonction parce que on en récupère une information à terme qui, encore une fois, n'a pas de conséquences sur la modélisation. Ensuite, la fonction LBB, elle va prendre un certain nombre d'arguments qu'on peut modifier à loisir. On peut définir une année de début et de fin, ou encore une liste avec les années sur lesquelles on veut travailler. Donc, personnellement, je sélectionne les années en amont. Donc, on pourrait le faire également ici. On peut spécifier une longueur asymptotique via ce paramètre linf_user. On peut également spécifier un lcut, c'est-à-dire une longueur pour laquelle toutes les données qui sont supérieures vont être conservées. On va retirer les données qui sont plus faibles, donc ça permet de retirer une fraction des captures ou de la population si on utilise par exemple des données scientifiques en considérant qu'elles sont représentatives des captures mais qu'on souhaite retirer les juvéniles, par exemple. On peut également spécifier un prior sur LC, donc la longueur pour laquelle on a capturé 50% des captures. On peut également spécifier un lstart, donc c'est la longueur pour laquelle la rétention est supérieure à 95%, et également un prior sur MK. Donc on reviendra sur ce paramètre qui est un peu particulier, on le rediscutera un petit peu plus tard. Et enfin, il y a un certain nombre d'autres possibilités, notamment ici on peut spécifier si on travaille en millimètres. Ici, si on souhaite utiliser une sélectivité qui a une forme en cloche, une distribution gaussienne. Et enfin, si on a un nombre restreint de données sur 1 ou 2 années, ou plutôt sur 2 ou 3 années, on peut chercher à agréger ces données ensemble. Et puis pour terminer, on a ce nombre de chaînes donc, qui correspond aux chaînes de Monte-Carlo Markov, comme on l'a explicité dans la précédente vidéo, qui permet de réaliser 3 simulations d'échantillonnage bayésien en parallèle. Voilà, donc je ne vais pas faire tourner cette fonction-là pour proprement parler, on va passer à la suivante. Dans les résultats, on va faire une première analyse en travaillant avec toutes les données. Donc selon le nombre d'années qu'on utilise, la fonction LBB peut prendre
un petit peu de temps. Alors, j'ai oublié de lire. Voilà, donc si on n'a pas rentré cette longueur de maturité, on va avoir une erreur. Pour autant, elle ne va pas modifier les résultats. On a besoin pour avoir une sortie dans la fonction, mais donc, quelque part elle est indispensable, mais pas vraiment non plus pour ce qu'on veut. Alors, il y a un tout petit souci. LFQ. Je vais mettre sur pause. Ok, j'ai trouvé la petite. C'est que là, je mettais une longueur de maturité pour LFQ, mais ici, je travaille avec LFQ date. Donc il faut juste. Voilà, et donc là on va avoir l'ajustement bayésien qui va se réaliser sur nos données. Et je vais faire une petite pause parce que ça va prendre quelques minutes. Donc voilà, le modèle a fini de tourner. Juste avant, je vais revenir sur une petite erreur, je crois que j'ai faite. Quand je parlais de LC, c'est bien la longueur pour laquelle 50% des individus sont retenus par l'engin. Je suis pas sûr de si c'était bien ce que j'avais dit. Et donc quand on fait tourner le modèle, on va avoir la console avec tous les résultats, mais on va pas la regarder pour le moment, parce qu'on s'intéresse simplement à identifier quelles années sont aberrantes, ressortent un peu du jeu de données et semblent un peu pour lesquelles on a une distribution qui ne correspond pas, qui ne fit pas bien avec l'ajustement. Et si on les regarde, donc on va plutôt identifier que ça a l'air d'être plutôt correct pour toutes les années. Et si on voulait être un petit peu pointilleux, on pourrait chercher à retirer 2006, 2008. Mais globalement, on voit bien qu'en rouge, on a l'ajustement aux données. Peut-être 2017. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer 2006 et 2008 pour la suite de l'analyse et on va conserver 2017. Donc on va réaliser de nouveau on va de nouveau faire tourner le modèle et je reviens avec les résultats. Donc je refais à nouveau une petite pause brève. Donc ça y est, le modèle il a fini de tourner donc pour la période 2009-2020. On va conserver 2017 finalement. Et donc on va avoir la même sortie que précédemment. Simplement on a retiré 2006 et 2008. En rouge, c'est donc l'ajustement du modèle aux données. C'est à partir de cet ajustement qu'on va estimer tous les paramètres nécessaires à l'estimation des points de référence qui nous permettent à terme de statuer sur l'état du stock. Donc ça va être F sur M, M sur K, B sur B MSY, B sur B0 et aussi des indicateurs sur les tailles. En particulier si on s'intéresse aux indicateurs sur les tailles qui sont représentés dans ce graphique, on va avoir donc L-inf qui est commun pour chacun d'entre eux. Le graphique qui va nous donner les fréquences relatives en Y en fonction de la longueur par rapport à L-inf, donc on est entre 0 et 1. Et on va afficher la longueur optimale, celle pour laquelle on aurait un rendement le plus important, donc des poissons les plus gros et qui sont les plus nombreux, donc une biomasse capturée maximale. Et on va pouvoir observer que selon la position de cet indicateur, ça va nous renseigner déjà sur l'état du stock un peu, plutôt sur la structure en taille de ce stock. En particulier, si ce L-opt il est au niveau du pic ou un peu à gauche, on va considérer qu'on est en train d'exploiter un stock en bon état. Et ici, ce n'est pas le cas, on est bien à droite. Donc il y a de fortes chances qu'il soit surexploité, ou en tout cas, on ne récupère pas la biomasse maximale.
Si on s'intéresse brièvement à la seconde sortie du modèle, ce vont être tous les résultats des priors, donc les estimations de chaque prior, sachant que ceux qu'on a fixés ne bougent pas. On va avoir des estimations sur l'ensemble des années et une estimation sur la dernière année. On les étudiera un petit peu après. Une seconde sortie graphique, donc ça va être hop là, la figure qui permet de montrer l'accumulation des données de fréquence de taille sur l'ensemble des années. Donc on a agrégé toutes les années et c'est ces données agrégées sur toutes les années qui vont nous permettre d'estimer des priors. Donc en bleu, on va avoir la courbe à partir de laquelle sont estimés nos priors, et en noir, les points, les fréquences de taille. Et donc les priors estimés sont ici représentés, sachant que L1 a été fixé. Et on a donc un LC de 20, un peu plus de 20. Donc la moitié de la population est retenue par l'engin, capturée, enfin retenue par l'engin à partir de 20 cm. Et enfin, le dernier graphique va donc être les résultats globaux, qui vont donc nous permettre d'analyser les indicateurs en taille. Donc par rapport à des... on va avoir le suivi en gras de la longueur moyenne estimée et en pointillé de LC. Donc le LC qu'on vient de... Alors je vais faire une petite pause. Pardon, j'ai eu un petit souci. Et donc on va pouvoir comparer la longueur moyenne par rapport à la longueur optimale et comparer la longueur LC par rapport à LC opt. Donc si on voulait atteindre Lopt, il faudrait que LC soit au niveau de LC opt. Donc en observant que ces longueurs de taille sont toutes inférieures à la longueur optimale, on peut en déduire certaines stratégies de gestion de capture. Mais on verra ça un petit peu après. Ensuite, ce graphique au centre, il va nous fournir la proportion F sur M, donc la mortalité par pêche en fonction, enfin divisée par la mortalité naturelle, en fonction du temps. On va observer que ce rapport il est systématiquement supérieur à 1, sachant qu'on considère que le FMSY il va être fourni pour F égale M. Donc on a un F qui est systématiquement trop élevé, avec des intervalles de confiance à 95% qui sont presque toujours au-dessus de 1 également. De la même manière, si on s'intéresse à la proportion entre la biomasse et la biomasse à l'état d'origine, on va pouvoir avoir ce graphique donc, qui nous permet de représenter son évolution au cours du temps. Et on observe qu'en particulier, en 2017, on va avoir une valeur qui est bien inférieure au proxy de la moitié du BMSY. Donc dans LBB, on a pu calculer des proxys du FMSY et du BMSY et on les représente sur ces graphiques. Donc ici, au centre en vert, on a le FMSY et à droite, en vert en pointillé, on a le BMSY qui est fourni pour LC est égal à opt et F est égal à M. En particulier, on a ce proxy de la moitié du BMSY qui nous indique si le stock est fortement surexploité. Donc, comme je l'explicitais, comme on a une valeur qui est bien supérieure à 1, on est dans un cas de surexploitation au cours de la dernière décennie. Et si nous, on était intéressé par les valeurs un peu plus précises de la dernière année, on peut revenir un peu au-dessus et récupérer ici
cette donnée, qui serait donc celle-là. On aurait le B sur BMSY pour la dernière année. Voilà, donc globalement, il n'y a pas forcément énormément de difficultés à l'utilisation de LBB. Pour autant, on va prendre un petit peu de temps pour discuter de ces résultats. C'est que LBB il va reposer sur des hypothèses très fortes, notamment en termes de variation de la mortalité, de la croissance et du recrutement, qu'on suppose pour tous les trois constants. Donc la mortalité naturelle, la croissance somatique K et le recrutement sont tous constants sur les âges, sur la période d'étude. Et c'est important que cette hypothèse soit respectée. Et donc par exemple, dans le cadre d'un recrutement qui pourrait être varié fortement au cours de l'année, il pourrait entraîner plusieurs pics de capture au cours de l'année, et donc sur une année on pourrait avoir plusieurs pics. Et ça pourrait être un fort biais, enfin ça pourrait apporter... Le modèle va avoir du mal à le comprendre, parce qu'il ne va pas être capable de différencier s'il s'agit de beaucoup de petits et quelques gros, qui sont causés par un recrutement fort, ou si au contraire il y a eu une capture très importante. Donc ça c'est le premier point, c'est que les hypothèses sur lesquelles se base LBB sont fortes, et si on s'en éloigne même un peu, on peut rapidement se retrouver dans une situation un peu complexe. De la même manière, on utilise des priors sur L1 et M sur K, donc avec M, la mortalité naturelle qui est donc relative, enfin qui est réécrite relativement à la croissance somatique K, donc M sur K, ce qui permet, c'est pour des raisons de calcul, ça va permettre de simplifier les équations et à terme les estimations des paramètres. Et sur la base d'études bibliographiques, on peut montrer que globalement, quand une espèce atteint sa taille maximale aux alentours de 95%, alors on a un ratio M sur K qui est à 1,5. Et de plus, on considère comme étant réaliste d'envisager que pour une population exploitée, donc pour un stock exploité, on atteint très rarement des tailles qui sont supérieures à 95% de L1. Et en effet, c'est ce qu'on observe dans nos données, c'est qu'on dépasse très rarement la longueur asymptotique. Donc pour ces raisons, c'est raisonnable d'envisager a priori un prior de M sur K de 1,5 sur la base de données bibliographiques. Pour autant, ça peut être le cas de certaines espèces qui vont avoir des stratégies d'histoire des vies qui vont faire que on peut avoir des M sur K qui sortent de ce ratio. Mais même dans ce cas-là, leurs études de simulation indiquent que pour des valeurs entre 0,3 et 3, ça n'a que très peu d'influence sur les biomasses estimées dans LBB. Donc pour résumer, la valeur M sur K, elle semble raisonnable par défaut, à moins d'en avoir une connaissance plus précise. Pour autant, dans les vrais cas d'études où une espèce va atteindre sa longueur asymptotique rapidement et ne plus croître après cela, donc il y a certains cas, dans ce cas-là, il vaut mieux ne pas utiliser ces données-là dans LBB, auquel cas on n'est pas capable de retourner des estimations qui sont cohérentes. Ensuite, si on s'intéresse à l'utilisation de LBB dans le cadre de la gestion de stock en Datapour, donc LBB il présente un véritable avantage pour être utilisé quand on n'a pas de données de capture.
à ce détail près qu'on a besoin des données de capture pour réaliser des extrapolations qui aient du sens. Mais à défaut, on peut utiliser tout de même LBB si on considère que ces données sont représentatives. Et c'est bien ça qui est explicité, donc toutes ces discussions, je les récupère globalement du papier de Froese et al. Ça permet de prendre un petit peu de temps pour le discuter, ce qui semble important du fait des fortes hypothèses. Et à terme, en fait, ça nous permet tout de même, quel que soit le cas d'étude, de fournir des analyses préliminaires. Donc à défaut de pouvoir fournir une évaluation de stock qui soit précise et fortement recommandable, ça nous permet au moins de fournir des observations, enfin de premiers résultats. Donc à ce titre, LBB a intérêt à toujours être utilisé, à être testé au moins. En particulier, il va également nous permettre, on l'a vu, de calculer des longueurs de taille, enfin des indicateurs sur les tailles. Donc on a nommé LC et LCOPT, qui serait la capture, le LC pour lesquels on maximiserait les captures et la biomasse pour une pression de pêche donnée. Donc basé sur ces informations, on est capable de fournir des informations sur la gestion des captures et de l'effort. Brièvement, une note qui peut être assez intéressante, c'est que les estimations de B sur BMSY, elles sont en général sous-estimées, et donc ça ne doit pas représenter une cible de gestion, mais plutôt la valeur à ne pas franchir, la borne inférieure à ne pas franchir, plutôt dans le cadre d'une approche de précaution. Enfin, si on s'intéresse à LBB dans le cadre d'une évaluation comme on l'a dit, ça peut permettre d'apporter des notions de gestion sur le stock, de par leur structure en taille. Donc on a parlé de LOPT et de LCOPT et de LC, mais ça va être également le cas avec LMIN rapporté à LOPT, qui nous permet de fournir là encore un nouvel indicateur. Donc globalement, LBB présente de fortes contraintes de par les hypothèses très fortes qui sont utilisées. Pour autant, on en récupère des informations qui sont intéressantes en termes de gestion, et on peut même aller jusqu'à réaliser des évaluations de stock. Donc LBB, il a cet intérêt de fournir des indicateurs sur les tailles. Et donc si on voulait donner une brève conclusion, c'est bien celle-là, c'est que LBB c'est une méthode qui est rapide et relativement simple à utiliser pour estimer la taille du stock et des points de référence de manière préliminaire. Sachant qu'il repose sur de très fortes hypothèses, en particulier la qualité des données va être très importante dans ce modèle. Voilà pour LBB. On va s'arrêter là pour cette vidéo, et on se retrouve dans la prochaine pour analyser, pour étudier, pour utiliser la pseudocohorte rectifiée sur R. Bonne continuation.